Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Voici le sommaire de ce journal. Le gouvernement a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour faire le point sur la situation sanitaire et les mesures mises en œuvre à Monaco, alors qu'un confinement a été décrété sur le littoral du département des Alpes-Maritimes les 2 prochains week-ends. Explication complète dans ce journal. Alors qu'ils étaient au cœur d'une polémique tout au long du week-end, certains les accusant d'avoir contribué à la propagation du virus dans les Alpes-Maritimes en restant ouverts, la parole est aux restaurateurs. Francis Poitvin, le vice-président de l'Association des industries hôtelières, nous livrera son sentiment et fera le point sur la situation des restaurateurs monégasques. Elle a eu l'idée en mars 2020, au début du confinement, de créer un groupe d'entraide pour les monégasques et résidents sur le réseau social Facebook. Près d'1 an plus tard, la communauté est chaque jour plus grande pour échanger des informations, des conseils, des astuces et pour débattre aussi. Julia Morali, à l'origine d'Aide et Solidarité entre les résidents de Monaco, sera notre deuxième invitée. Des travaux acrobatiques sont en cours au jardin exotique. Il s'agit de conforter et rénover la falaise située à proximité du parcours visiteur. Les vélos à assistance électrique en libre service séduisent de plus en plus d'usagers à travers les rues de Monaco. Le parc vient de s'agrandir. Le succès de Monabike, ce sera le focus info de ce journal. Mais pour répondre tout de suite à toutes les questions que vous vous posez sur la situation sanitaire actuelle à Monaco et les modalités à venir dans les prochains jours, nous retrouvons Christina Thomel au ministère d'État. Oui, après avoir rétabli la réalité des faits suite aux attaques télévisées de ce week-end, le gouvernement a fait le point sur la situation sanitaire à Monaco. Une situation différente de celle des Alpes-Maritimes, mais avec un dispositif, vous allez le voir Patricia, renforcé. Nous avons un dispositif propre à la principauté de Monaco, mais qui doit bien sûr s'articuler avec ce qui est décidé côté français. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes instruments d'action. Nous pensons que le confinement à Monaco n'est pas nécessaire. Nous rappelons que nous avons une réglementation qui a été prise il y a 10 jours et qui fait que toute personne qui entre en principauté de Monaco, monégasque, français ou toute autre nationalité, doit présenter un test négatif, un test PCR négatif au moment où il rentre en principauté. Sauf dans le cas où cette personne ou ces personnes viennent des Alpes-Maritimes ou du Var, mais seulement dans le cadre d'un séjour inférieur à 24 heures. On est encore dans une situation qui est très critique. En valeur absolue, nous sommes légèrement en dessous de 300 à la fin de la semaine dernière pour le taux d'incidence, et c'est beaucoup trop. C'est moins que dans les Alpes-Maritimes, mais c'est beaucoup trop quand même. Donc il faut continuer à avoir d'être tous très conscients de la nécessité de respecter toutes les mesures de sécurité. Il y a eu dans le cadre d'un débat sur une chaîne de télévision des affirmations totalement erronées qui se sont exprimées. Nous avons été conduits à rétablir les faits, notamment sur le fait que non seulement les malades du Covid qui étaient en réanimation ou en service de pneumologie n'étaient pas conduits à Nice, mais qu'au contraire, Monaco, et c'est son devoir, c'est sa solidarité naturelle avec les communes françaises qui sont autour, accueillait des non-résidents, soit en réanimation, soit dans les services de pneumologie. Et encore une fois, c'est tout à fait normal, c'est l'honneur de Monaco de le faire. Le gouvernement appelle donc la population au respect des gestes barrières et à la prudence dans la sphère privée. Il recommande également d'éviter les déplacements non essentiels dans le département des Alpes-Maritimes, là où la pandémie sévit fortement actuellement, sauf en cas de déplacement impérieux. Et vous l'aurez compris, si vous rentrez d'un déplacement d'un pays étranger, un test PCR vous sera demandé. Pas de changement donc pour ce qui concerne les restaurants, ils restent ouverts à la mi-journée à Monaco. Et vous, que pensez-vous de cette exception monégasque? Alexandra Pani est allée vous poser la question. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée si les gens sont respectueux. Ça permet aux gens de ne pas être comme moi, à l'extérieur, à manger, à se retrouver dehors. Le midi, c'est très bien, c'est certain qu'on aimerait les avoir un peu ouverts le soir, mais
Voilà, on se plie à ce qui est. Ils ont rectifié le tir en limitant à midi. Et en plus, avec les riverains, enfin, du moins les gens qui travaillent et les résidents, bon, je pense que c'était la meilleure solution, la plus équitable, la plus raisonnable. Au moins un peu de raison sociale, voilà. Tout est bien respecté, moi j'y déjeune tous les jours. On est vraiment très loin les uns des autres et c'est parfait. Et ça nous donne quand même une vie sociable. C'est très bien, on y va d'ailleurs. J'ai pas d'avis parce que j'y vais pas, parce que j'ai la possibilité de rentrer chez moi. C'est l'exception qui confirme la règle, mais les réponses sont assez unanimes et cela va réjouir effectivement les restaurateurs qui apprécieront ce soutien sans faille de la part de la clientèle de Monaco. Mais un service à la mi-journée, est-ce suffisant pour maintenir son activité ? Que répondent les professionnels de Monaco après les mises en accusation du week-end dernier ? Eh bien, nous allons poser toutes ces questions au vice-président de l'Association des industries hôtelières de Monaco. Bonsoir Francis Poitvin. Bonsoir. On vient de l'entendre, les monégasques et résidents sont majoritairement en faveur de l'ouverture des restaurants. Cela vous fait chaud au cœur ? Oui, ça nous fait quand même chaud au cœur. Alors comment allez-vous ? Comment se porte votre activité ? Notre activité, je vais dire, elle se porte bien. Les débuts de semaine sont un peu difficiles. Quand je dis un peu difficiles, c'est-à-dire dû au télétravail. Mais dans l'ensemble, on s'en sort pas trop mal, car aussi le week-end, on a la chance d'avoir une fréquentation quasiment complète. Au-delà de votre cas personnel au Quai des Artistes, plus généralement, quel retour avez-vous de la part de vos confrères restaurateurs sur Monaco ? Les retours sont de dire c'est difficile. C'est vrai qu'en fin de compte, tout à chacun, c'est de se dire est-ce que j'ouvre pas à perte ? Donc ça dépend aussi d'un chiffre d'affaires qui n'est pas toujours compatible par rapport à une ouverture et à des emplois. Et est-ce que les mesures sanitaires sont plutôt faciles à mettre en œuvre, même si certes elles représentent bien évidemment une contrainte pour votre secteur d'activité ? On commence à être habitué, les mesures sanitaires maintenant on vit avec, on s'est adapté. On peut se dire qu'il y a une vraie sécurité qui est prise par toutes ces précautions. On se dit, si on fait les choses dans les règles, on ne craint pas grand-chose, donc c'est d'être sérieux et puis de prendre conscience qu'il y a quand même une responsabilité au niveau du restaurateur. Comment les professionnels du secteur ont vécu la polémique des derniers jours autour de l'hypothèse véhiculée par certains que la situation préoccupante dans les Alpes-Maritimes trouvait pour partie son origine dans les restaurants de Monaco ? Il faut regarder ça avec indifférence dans le sens où on fait notre travail, où le gouvernement fait son travail, où on respecte les normes sanitaires dans les moindres détails. Donc de dire que les restaurants de Monaco véhiculent le Covid parce que les McDonald's sont bondés et tout ça, c'est de l'hérésie. Et vous, donc, aujourd'hui, au service de la mi-journée, vous opérez un contrôle, c'est cela, des personnes qui sont autorisées à venir déjeuner ? On contrôle les personnes, on les avertit par téléphone, on en refuse beaucoup, en leur expliquant qu'on ne veut pas se mettre à défaut pour faire plaisir à des personnes qui auraient bien voulu, bien sûr, profiter du déjeuner. Francis Poitvin, comment envisagez-vous l'avenir ? Est-ce que votre profession sur Monaco peut tenir longtemps à ce nouveau rythme de croisière, en quelque sorte, d'un seul service à la mi-journée ? Alors ça, c'était la discussion qu'on avait avec la présidente de l'association, Madame Escande, c'est de se dire combien de temps ça va durer, combien de temps on peut tenir. Il faut ouvrir le dialogue pour tenir la tête hors de l'eau. Pour bien comprendre, aujourd'hui, sur l'ensemble de votre personnel, tout le monde n'est plus au travail. Non, on a à peu près un peu plus de la moitié de personnes qui est en CTTR. Ce qu'il y a, il faut savoir une chose aussi, c'est que le midi, on fait des services rapides. Et quand un restaurant se doit de répondre à un service de qualité, il faut du personnel. Et là, par exemple, au Quai des Artistes, moi, il me faut 11 personnes pour faire un service qui dure à peu près 1 heure et demie. Mais c'est pas évident de joindre les deux bouts.
Un dernier mot justement pour rebondir sur ce propos. Il y a aujourd'hui des restaurants de Monaco qui se trouvent dans une situation critique? Oui, il y en a, oui. Et là, au niveau de l'association, nous avons envoyé des questionnaires à tout à chacun et on attend encore d'aller un peu plus loin et de pouvoir se faire entendre pour amener, essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, ce n'est pas de demander des subventions, de l'argent, mais un allègement. Francis Poitvin, merci pour cet éclairage sur la situation des restaurants de Monaco, avec toujours cette franchise que l'on vous connaît. Merci. Merci. Vanessa Dessy nous a rejoint pour évoquer les autres informations du jour et une information pratique pour commencer. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Toutes les nuits de la semaine jusqu'au vendredi 26 de 21h à 5h du matin, le tunnel de Monaco de l'Ascension sera fermé dans les deux sens de circulation ainsi que l'entrée Laguet située près de la Turbie. Les fermetures sont nécessaires afin de réaliser des travaux de maintenance des équipements de sécurité. Des véhicules de moins de 19 tonnes doivent contourner cette fermeture en passant par la Turbie et ceux de plus de 19 tonnes doivent passer par Niceste. Plus que 220 jours avant l'ouverture de l'exposition universelle de Dubaï. Et oui, le pavillon Monaco est en pleine finalisation des travaux. Monaco 360 degrés, un monde d'opportunités ne sera pas qu'un slogan, mais bel et bien à la présentation à l'international d'une vraie et belle équipe. Le pavillon de Monaco est une plateforme de communication mise à la disposition de toutes les entités publiques et privées monégasques. Monaco Interexpo a mis tout en œuvre afin que la principauté soit parfaitement représentée sur la scène internationale de l'exposition universelle Dubaï 2020. Du sport et la Ligue nationale de basket a dévoilé le calendrier des matchs du mois de mars de Jeep Elite. 4 journées sont au programme, lancées dans une course contre la montre. Afin de terminer la saison régulière au 15 juin, la quasi-totalité des clubs de Jeep Elite disputeront 4 matchs en mars. Quelques heures après avoir officialisé la reprise du championnat, la Ligue nationale de basket a publié le calendrier qui attend les 18 clubs de l'élite et de Pro B d'ici le 1er avril. La Roca Team donne son premier rendez-vous Eurocup le mardi 2 mars à Nanterre. Des nouvelles d'un jeune athlète de Monaco plus que prometteur. Oui, Théo Andan remporte le titre de champion de France Espoir et une 3e place en élite. Il est le maître incontesté du 400 mètres pour sa dernière année en espoir à 21 ans. Chez les élites, il a une fois de plus prouvé sa capacité à rivaliser avec les meilleurs à échelle nationale. Le Monégasque s'affirme de plus en plus comme un grand athlète en devenir. Et un cycliste monégasque a terminé le 53e Tour des Alpes-Maritimes et du Var 2021. Effectivement, Patricia, il s'agit de Victor Langelotti qui termine l'épreuve en milieu de classement. Le jeune monégasque a tout de même affronté un parcours pour le moins compliqué avec différents cols au pourcentage par endroits plus importants. Sans quasiment de portions plates, les coureurs se sont affrontés durant 3 jours. Un vaste programme de travaux a débuté au jardin exotique. La première phase consiste à rénover les faux rochers qui permettaient de supporter le parcours visiteur. C'est un reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. L'objectif était de neutraliser un risque majeur sur la falaise du jardin exotique. Lors d'un contrôle de routine, certains faux rochers semblaient ne plus être en conformité. Ces derniers avaient été créés il y a bien longtemps afin d'aménager un parcours pour les visiteurs au sein du site historique. Ces rochers ont 90 ans, donc ils ont été entretenus largement pendant ces 90 ans, mais ils sont arrivés à un niveau de vétusté qui aujourd'hui impose une dépose intégrale dans certains cas, que l'on a qualifié d'urgente, mais qui en réalité est impérative, de sorte à neutraliser totalement le risque de sécurité ou d'insécurité vers le public. Enfin, à l'époque, était constitué sur le site. Donc il s'agit d'ouvrages qu'on pourrait qualifier d'artisanaux et presque chirurgicaux. Chaque rocher est réalisé pour s'intégrer dans un contexte défini. Donc il n'est pas possible ni de les récupérer ni de les réutiliser. Donc je dirais que la seule issue pour ces faux rochers initiaux est la mise en réserve.
En collaboration avec le gouvernement princier, la mairie a initié ces travaux courant 2020. Un parcours de rénovation du jardin exotique est en cours. On a aussi rénové des passerelles, toutes les anciennes passerelles qui étaient aussi abîmées. Et dans ce cadre-là, on a dû reconstruire des morceaux en béton pour refaire les appuis de ces passerelles. Et donc du coup, à l'heure actuelle, ces morceaux de béton sont visibles. Et on pense qu'il sera nécessaire aussi de reconstituer un faux rocher dessus pour redonner un aspect original au site. Avec le Covid, ça nous a permis de supprimer le phasage de travaux. Donc on a pu se concentrer sur faire toute l'opération sans client, que ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire s'il y avait eu, on avait rouvert le jardin, ce qui était prévu initialement. Dans les prochaines phases de travaux, une rénovation des sols est prévue afin de retrouver une certaine harmonie sur l'ensemble du site. Un réseau d'entraide, d'échange, de partage. C'est au début de la crise sanitaire en 2020 que le groupe Aide et Solidarité entre les résidents monégasques a vu le jour sur Facebook à l'initiative d'une jeune femme. Un an plus tard, il est toujours aussi actif. Bonsoir Julia Morali. Bonsoir. Comment est venue l'idée de créer ce groupe sur Facebook ? Écoutez, tout simplement de mon expérience personnelle. À la base, moi, je suis parisienne et je n'ai pas de famille aux alentours. Et je me suis dit que du coup, si jamais il y arrivait quelque chose pendant cette période un peu compliquée, comment ferais-je ? Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un groupe Facebook ? Le réseau social sera parfaitement à même de répondre à ça. Et voilà, l'idée est venue comme ça, en fait, tout simplement. Quelles étaient vos ambitions de départ ? Vous vous attendiez à un tel succès ? Absolument pas. En fait, à la base, j'ai commencé à envoyer l'invitation à mon propre réseau à Monaco. Et au début, tout le monde m'a dit « Ah oui, c'est super, tu devrais vraiment l'envoyer à tout le monde ». Et ça a fait boule de neige. Et je ne m'attendais absolument pas à autant de membres et actifs surtout. Combien y a-t-il de membres à ce jour ? On va bientôt avoir 5000 membres. Et ça ne fait que croître. Sont-ils tous de Monaco ? Est-ce qu'il n'y a que des résidents et des monégasques ? 70% vivent à Monaco. Le reste, ce sont des communes limitrophes ou des gens qui ont un intérêt quelconque sur Monaco. Avez-vous des exemples très concrets d'aides et d'actions solidaires effectuées notamment pendant la période de confinement au printemps dernier ? Pendant le confinement, il y a eu une jeune fille qui a posté un message concernant sa maman qui devait aller faire une chimiothérapie à Marseille, à la Timone. Il était 10h du soir. Et je me suis dit que bon, c'était un peu incongru comme demande. Je l'ai appelée pour vérifier et en effet, cette personne-là était dans un réel besoin parce que son ambulance avait été annulée à la dernière minute. Nous avons posté le message, il était peut-être 10h15, 10h20. À 10h30, nous avons eu des taxis qui se sont mobilisés pour elle et qui sont venus la chercher le lendemain matin pour faire l'aller-retour gracieusement, pour l'amener pour faire sa chimiothérapie qui était indispensable et qui ne pouvait pas être remplaçable en fait. La base, c'était l'échange, le partage. Comment le groupe a-t-il évolué au fil du temps ? Au début, pendant le confinement, on était vraiment sur de l'entraide. Et après le déconfinement, en fait, nous avons utilisé le groupe Facebook en tant que plateforme pour des informations utiles, des informations officielles et surtout des recommandations et des informations pratiques que les membres peuvent avoir pour des services ou pour une demande quelconque en fait. Et c'est aussi un lieu d'échange et de débat. Hein. On l'a vu le week-end dernier avec la riposte aux accusations portées contre Monaco. Cela a fait couler beaucoup d'encre. Oui, complètement. Après, voilà, la riposte était un peu nécessaire. Moi, je veille toujours à ce qu'il y ait le respect et une courtoisie au sein du groupe. Je l'ai assez rappelé. Mais en effet, voilà, on peut ne pas être d'accord. Et en l'occurrence, quand Monaco est attaqué de la sorte, il y a de quoi riposter, clairement. Mais comment assurez-vous la modération du groupe ? Parce qu'il faut tout de même être vigilant à ce qui se dit. Et je crois que la semaine dernière, d'ailleurs, il y a eu quelques débordements. Oui, tout à fait. Les membres signalent le plus possible des dérives. J'ai aussi une amie qui m'aide sur la modération. Mais disons que la plupart des gens restent quand même courtois et dans le respect des règles qu'on a éditées, en fait, tout simplement. Comment expliquer que cette communauté soit plus vivante que jamais alors que nous ne sommes plus en confinement depuis fort longtemps ? C'est l'esprit village aussi de Monaco qui transparaît dans ce groupe ? Là, on fait rencontrer virtuellement des gens
qui débattent, qui sont d'accord, qui s'échangent des services, etc. Et c'est ça qui fait vivre la communauté. Et dans Facebook, justement, je l'ai assez écrit, ce sont les membres qui le font vivre, ce sont leurs demandes, et c'est eux qui tendent à le faire évoluer. Mais on a une communauté monégasque qui est extrêmement active, sincèrement. Julia, un jour, on l'espère, et le plus rapidement possible, cette crise trouvera son terme. Vous imaginez peut-être basculer du monde virtuel vers le réel ? Oui, complètement. Et beaucoup de membres, et moi-même, je le souhaite fortement. J'aimerais bien organiser avec tous les acteurs, tous les membres des groupes, les acteurs monégasques, les commerçants, restaurateurs qui ont participé activement à une rencontre physique. Et je pense que ça serait le rêve de beaucoup de membres de pouvoir célébrer un apéro à Monaco sans des masques, sans tout ça, parce qu'on sait que ça va se terminer. La question, c'est quand, mais voilà, on a tous été présents et je pense qu'être présent physiquement, après toute cette période, ça serait vraiment super et ça nous donnerait un peu de l'espoir en fait. Eh bien, on souhaite longue vie à votre groupe sur Facebook, dans le monde virtuel et plus si affinité. Julien Morali, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ils connaissent un succès fou. Les vélos à assistance électrique en libre service de Monabike séduisent de plus en plus, qu'il s'agisse des résidents de Monaco ou des personnes de passage. Christine Datomel, vous vous trouvez dans les ateliers d'entretien du parc Monabike. Combien y a-t-il de vélos actuellement mis à disposition ? Oui, à ce jour, ce sont 290 vélos qui tournent en principauté. D'ici la fin février, 96 s'ajouteront à la flotte. Un véritable engouement pour le petit vélo rouge ici en principauté. J'ai à mes côtés le directeur de la compagnie des autobus de Monaco. Alors, qu'est-ce qui fait que les personnes aiment autant Monabike ? Je crois que c'est un dispositif, un système qui vous donne de la liberté et de la rapidité. C'est-à-dire qu'on se déplace dans Monaco, on fait fi de la circulation et on se déplace librement d'un point à un autre. Le système aujourd'hui a été mûri pendant de longues années puisque nous avions mis le premier dispositif en 2010. Aujourd'hui, la technologie a bien évolué et on a pu proposer pour les usagers monégasques un système qui fonctionne correctement et qui assure, je dirais, les déplacements quotidiens de ceux qui se lancent dans la bicyclette. Alors justement, ces petits vélos rouges plaisent tellement qu'à ce jour, vous ajoutez encore des stations en principauté. Donc l'objectif, on a démarré avec une phase 1 avec 32 stations installées. Là, on va arriver avec le complément de la phase 1 et la phase 2 à 43, et ce qui fait que l'ensemble du territoire est désormais couvert par le réseau Monabike. La principauté se dote donc de 8 stations supplémentaires, dont 7 d'entre elles seront mises en service d'ici quelques jours. 4 stations sont donc actuellement en cours d'installation, que ce soit aux abords du Grimaldi Forum, près du parc Princesse Antoinette, à côté de l'héliport ou encore en face de l'école des Révoirs. 2 autres stations verront également le jour dans le quartier de Saint-Roman, plus précisément sur le boulevard d'Italie et sous le tunnel d'accès au rond-point, tandis que 2 autres stations accueilleront aussi les cyclistes sur l'avenue de Grande-Bretagne et rue des Lauriers, à la frontière de Beausoleil, de quoi ravir le plus grand nombre d'utilisateurs. Vous avez 2 solutions, vous pouvez soit créer un abonnement via une application, où vous avez les abonnements annuels et les abonnements temporels, soit vous allez directement sur le site monabike.mc, là vous avez tous les abonnements annuels, tous les types d'abonnements annuels que vous pouvez souscrire. Vous avez l'abonnement annuel à 72 € par an. Vous avez l'abonnement annuel à tarif réduit à 48 € par an. Et après, vous avez tous les produits temporels donc sur l'application, le trajet unique, le pass 24, vous avez le pass 7 jours et le pass mensuel. Les différentes formules d'abonnement comprennent des trajets de 30 minutes maximum, sans surfacturation. Alors, le service est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de limite d'accès, le service n'est jamais coupé. Même pendant le premier confinement, le service était accessible. Depuis le début du couvre-feu, Monabike enregistre en moyenne seulement 16 déplacements entre 19h et 5h du matin, ce qui tend à démontrer que le couvre-feu est bien respecté en principauté, ces trajets correspondant au retour des salariés à leur domicile. Nous avons mis en place des procédures d'entretien qui aujourd'hui permettent
de dire qu'un vélo rentre environ tous les 135 utilisations. Alors notre système a des fréquences bien calées, mais en plus, les techniciens qui assurent la répartition, le matin, vous voyez la petite voiture avec la remorque, eh bien ils contrôlent et il peut y avoir des utilisations qui ont été un peu plus intensives et à ce moment-là, on rentre les vélos. Ce qui fait que ça fait un retour atelier assez fréquent et ce qui permet à la fois de vérifier la sécurité, mais aussi d'entretenir les véhicules pour qu'ils soient les plus up-to-date. Alors quand on reçoit le vélo comme ça, qu'est-ce qu'il faut vérifier? On vérifie principalement les freins, l'état des pneus, que le vélo n'est pas endommagé au niveau du guidon, des poignées, des garde-boue, de la selle. Et en fonction de ça, on change les pièces qu'il y a à changer et on entretient en fait. Est-ce que les gens les traitent bien? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. On en reçoit des fois qui sont vraiment maltraités, quoi. Avec des gros dérapages, donc on a des pneus qui sont usés prématurément et mis à part ça, non, c'est quand même assez bien utilisé, quoi. Un vélo Monabike vaut 2 700 €, un bijou de technologie dont il faut prendre soin et qui nécessite de nombreux contrôles. Un vélo Monabike étant fait pour durer en moyenne 7 ans. Moi je suis le technicien et je m'occupe de tout ce qui est partie électronique sur le vélo. Donc tout ce qui est remplacement de modules, quand il est défectueux, tout ça. Donc je fais plusieurs tests via des diags des logiciels qui me permettent de trouver la panne. Et après, par moi-même, quand je fais des remplacements de pièces, je fais des tests en dehors, je tourne avec le vélo et je vois en fonction si le vélo est en état de marche pour reprendre le service, tout simplement. Alors il y a beaucoup d'électronique, tant sur le vélo, également en station. C'est ça. Alors il y en a sur le vélo, c'est on va dire 3 choses principales. On va dire ce qui donne un peu les informations, tout ce qui est au niveau de la batterie en elle-même, un capteur pour le pédalier, pour donner de l'assistance avec le moteur. Et après, tout ce qui est en station, c'est tout ce qui est les cassettes, quand on insère, la recharge et différentes choses encore. Avant de retourner en station, au programme, lavage et polissage. Et si les vélos font l'objet de toutes les attentions, tous les 6 mois, des vérifications sont aussi effectuées sur les bornes en ville pour vérifier leur bon état de marche. Tous les vélos sont bien sûr testés avant de retourner en station. Et écoutez, je vais en tester un, moi aussi. Et vous allez le voir, la météo se prête parfaitement à l'usage du vélo en principauté. Un temps printanier s'est véritablement installé, Vanessa Dessy. Oui, Patricia, nous sommes chanceux car le soleil a décidé de bien rester sur le territoire monégasque, même si quelques rafales atteignant 11 km/h peuvent traverser la région. Les températures resteront clémentes, allant de 9 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h12 et se couchera à 18h14 et nous fêterons les Roméos. C'est la fin de ce journal et nous nous quittons justement sur des images de ce printemps avant l'heure, des photos signées Manuel Vitali dans les jardins de Monaco. Demain à 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau. Je vous souhaite une très belle soirée à tous.